Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous nous recevez en ce dimanche à l'occasion de ce nouveau numéro du JDD qui a le plaisir de recevoir Monsieur Momar Talla Ndao, qui est secrétaire d'État en charge de l'urbanisme et du logement. Monsieur Ndao est également expert en décentralisation, en gouvernance territoriale et changement climatique, mais également chercheur et consultant. Merci beaucoup, M. Ndao, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Hassan, de nous avoir invités sur ce prestigieux plateau du Jury du dimanche. Voilà. Est-ce qu'on peut faire rapidement un état des lieux, particulièrement dans le domaine de l'urbanisme au niveau global sénégalais, et quel regard panoramique on peut jeter là-dessus? Nous avons un secteur assez complexe qui est l'urbanisme et le logement. Comme vous le savez, le Sénégal a hérité d'une situation, en tout cas coloniale, qui aujourd'hui continue d'impacter sur notre armature urbaine. L'armature urbaine aujourd'hui au Sénégal est très déséquilibrée. L'essentiel des villes sont concentrées vers l'ouest, sur l'ouest du pays, avec comme Dakar qui est la capitale, dont la macrocéphalie constitue aujourd'hui un problème dont on parle toujours. Et il y a d'autres villes aujourd'hui qui se sont développées. On parle aujourd'hui du triangle Dakar, Thiès, Mbour. Il y a également la ville de Touba. Tout ce travail-là, je pense que c'est une situation que nous avons héritée pour faire en sorte qu'on ait une armature urbaine équilibrée. Et aujourd'hui, ce que nous avons comme urbanisation, nous avons un taux d'urbanisation de 54,7%. Ça veut dire que plus de la moitié de la population vit dans les villes. Et cela induit un certain nombre de problématiques en matière d'équipement, d'infrastructures, mais surtout aussi la question de l'accès au logement. Nous vivons également des difficultés sur le plan environnemental, les inondations dans les différentes villes, autant de difficultés sur lesquelles on est interpellé pour apporter des correctifs. Donc la question urbaine, c'est une question avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de problématiques sur lesquelles nous sommes interpellés pour apporter des solutions. Alors, les solutions, c'est quoi? Est-ce que vous avez une vision politique en matière d'urbanisme? Oui, nous avons une vision assez claire. Déjà, la vision est portée par le référentiel, l'agenda 2050. Notre vision, c'est vraiment de bâtir des villes, en tout cas un développement urbain harmonieux, équilibré, durable, mais surtout basé sur une planification, une bonne planification, faire en sorte que les villes soient dotées d'outils de planification qui tracent la vision, les objectifs, le développement de ces villes. Et aussi également faire en sorte que nous puissions permettre aux populations d'avoir un accès au logement décent. Ainsi bâti sur un cadre de vie écologiquement viable parce qu'il y a la dimension environnementale, mais aussi économiquement rentable et socialement acceptable. C'est autant de défis aujourd'hui que nous devons adresser et grâce à la planification qui prendra en compte toutes ces dimensions sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan également environnemental. C'est à en tout cas ce rééquilibrage, ce jeu d'équilibrage que nous parviendrons à réaliser les ambitions en matière de développement urbain durable, mais aussi des villes résilientes. D'accord, donc vous avez dans votre portefeuille ce qu'on appelle des projets urbains, non? Oui, nous avons beaucoup de projets. Nous avons des projets dans le domaine de la planification, un programme sur la planification. Déjà, si vous vous rappelez bien, le président de la République, parmi ses instructions, c'est de faire en sorte que les villes soient dotées d'outils de planification parce que c'est le premier levier qui nous permet déjà d'aménager, d'organiser l'espace et de pouvoir garantir un cadre de vie adéquat et l'organisation de l'espace. Mais également, nous avons des programmes dans le domaine également du logement. On est en train de finaliser un programme sur l'accès au logement. Nous avons également un programme sur le cadre de vie parce que quand même le cadre de vie constitue une préoccupation majeure parce que nous devons garantir
aux citoyens un cadre de vie adéquat en termes d'espace vert, mais surtout en termes de qualité de vie. Ça aussi, ça fait partie des programmes que nous portons pour permettre, en tout cas, de garantir au Sénégal des villes qui respectent des dimensions telles que les dimensions environnementales, mais aussi la mobilité, mais aussi l'accès au logement, autant de défis que nous devons nous adresser pour répondre aux attentes des populations. Parfait, donc vous avez de l'ambition, mais est-ce que vous avez identifié les partenaires avec lesquels vous allez réaliser tout ça, et est-ce que vous avez également trouvé les moyens pour ça? Oui, les moyens, comme vous le savez, nous partageons et nous connaissons tous le contexte dans lequel nous avons hérité ce pays, un contexte financier très difficile. La situation est à la limite catastrophique en termes de gestion financière, et c'est pour cela ça impacte sur les programmes que nous sommes entrés, que nous portons, que nous voulons mettre en œuvre. Mais cela vraiment n'empêche que nous sommes en train de faire le maximum pour déjà redresser la situation économique, parce qu'il faudrait redresser la situation économique sur la base des stratégies, parce qu'il faudrait rationaliser les dépenses, mais aussi surtout faire en sorte que les recettes budgétaires soient collectées de manière efficace sur la base des stratégies, sur les questions de digitalisation et autres, mais aussi faire en sorte que la commande publique soit recentrée, parce que parmi les réformes que nous sommes en train de porter, c'est de faire en sorte qu'il y ait une centrale d'achat qui permet de rationaliser les dépenses de l'État, et ceci nous permettra de pouvoir engranger des recettes, mais aussi de rationaliser, de trouver des ressources nécessaires pour pouvoir financer nos projets et programmes. Et cela nous permettra, nous, dans le cadre de l'urbanisme, de pouvoir financer pas mal de projets, mais surtout aussi le partenariat public-privé. Parce que dans le domaine du logement, on peut réaliser nos programmes sans pour autant faire recourir aux dépenses, aux ressources de l'État. Mais en développant des partenariats publics-privés, en faisant ce qu'on appelle la valorisation foncière, cela nous permettra de pouvoir financer, en tout cas dans le domaine du logement, les projets qui sont aujourd'hui des projets qui sont en cours de maturation. D'accord, très bien. Tout à l'heure, vous avez sorti le mot de macrocéphalie. Donc la capitale a une grosse tête, le reste, il n'y a pas grand-chose. Ça fait des décennies et des décennies qu'on entend parler de macrocéphalie sans aucune action derrière, ou en tout cas sans solution derrière. Est-ce que vous aussi, vous ne risquez pas de venir ici sur un plateau en parler, et puis après, il y a de l'inaction, il n'y a pas ce risque-là? Oui, oui, la macrocéphalie de Dakar, c'est vraiment une réalité qu'on a hérité d'ailleurs de la colonisation, parce que le colonisateur a toujours préféré ces zones, le littoral du Sénégal, et partout dans le monde aussi, c'est le littoral qui est préféré pour les établissements humains. Et cela a impacté sur la distribution territoriale de nos villes, l'armature urbaine. Et notre objectif, et ce n'est pas un objectif nouveau, c'est vraiment, ça a été toujours la volonté des autorités de corriger ce déséquilibre, de créer des villes qui sont à l'intérieur du pays, à l'intérieur du Sénégal. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir vraiment réaliser cela, faire en sorte que cette volonté qui a toujours été affichée soit une réalité. Et cela par les pôles territoires que nous sommes en train de définir et de mettre en place. Faire en sorte que dans les 8 pôles, que nous puissions développer des métropoles régionales qui nous permettent de pouvoir assurer l'attractivité sur le plan économique, mais aussi garantir l'accès aux infrastructures, aux équipements. Je pense que même avant l'implantation ou l'installation de ces pôles territoires, tous les ministères sont en train de réfléchir en termes d'orientation d'investissement à travers ce schéma qui est les pôles territoires. Donc si on arrive à réaliser cela, ça nous permettra de créer de plus d'attractivité dans ces différents pôles, des villes qui puissent en tout cas contrebalancer la tendance que nous connaissons, qui est la macrocéphalie de Dakar. D'accord. Donc vous parlez de beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, on ne vous a pas encore entendu parler
de déplacer la capitale ou de développer une nouvelle capitale? Ou bien ça c'est compliqué à faire? Bon, ce n'est pas une question de compliqué à faire, mais c'est une question d'orientation et de volonté politique. Aujourd'hui, nous, dans le programme politique par lequel nous avons été élus, on n'a pas parlé de déplacer la capitale. Nous, ce que nous voulons faire, c'est de faire une politique d'aménagement volontariste. Faire en sorte que les investissements que nous allons mettre en place puissent permettre de pouvoir créer de l'attraction à l'intérieur du pays à travers différentes villes. Cela permet de soulager, de libérer la pression à Dakar. Je pense que c'est ça qui est important. On peut créer une ville nouvelle, oublier les autres villes de l'intérieur et ce ne serait pas une bonne solution. La solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de rééquilibrage en investissant beaucoup dans les villes de l'intérieur, comme nous l'avons défini dans le plan national d'aménagement et de développement territorial, de créer des métropoles régionales et de financer le développement dans ces différentes villes. Et si nous y parviendrons, nous allons pouvoir vraiment rééquilibrer, créer les conditions d'une occupation territoriale beaucoup plus harmonieuse à l'intérieur du Sénégal. Et ça, il y a la volonté de M. le Président de la République. En tout cas, le Président de la République a très tôt porté ce projet, le Premier ministre également qui est en train de donner les instructions nécessaires pour que les pôles puissent être matérialisés très rapidement parce que nous avons une position stratégique, le ministère en charge de l'urbanisme, c'est vraiment une position stratégique parce que nous sommes les pionniers sur le territoire, nous allons définir, planifier, aménager, en tout cas toutes les infrastructures et les équipements. Ça veut dire que nous devons être pionniers sur le terrain et que les autres départements ministériels vont être en tout cas des acteurs pour la mise en œuvre de cette planification. Parfait. Donc une nouvelle capitale n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes moins ambitieux ou même moins téméraire que ce qui était là? Et même depuis 1958, la capitale a été déplacée. Ils avaient beaucoup d'ambition de déplacer la capitale de Saint-Louis à Dakar. Vous allez faire du minimalisme, quoi. Non, au contraire, nous sommes plus courageux parce que nous regardons le Sénégal de manière globale. C'est ça la réalité. Nous regardons le Sénégal de manière globale, faire en sorte que tout le territoire national soit occupé de manière harmonieuse, sans pour autant distinguer des zones prioritaires ou des zones non prioritaires. Faire en sorte que la distribution des villes à travers les pôles territoires soit une réalité. Et si nous arrivons à ces résultats, ce sera un résultat beaucoup plus ambitieux que la création d'une simple ville. Et on aura des villes à créer, mais nous allons au-delà de la création de villes, mais nous voulons faire en sorte que des villes, en tout cas des métropoles régionales, se développent partout à l'intérieur du Sénégal à travers les pôles territoires. La nouvelle ville de Diamniadio, ça a servi à quelque chose, à décongestionner Dakar. Comment vous trouvez cette ville? Pour le moment, parce que nous avons hérité de cette situation, c'est les pôles, le pôle de Diamniadio. On sait déjà que c'est une grande ambition, mais jusqu'ici les résultats n'ont pas pu, en tout cas les résultats escomptés, on n'a pas encore trouvé cela. Mais l'orientation de M. le Président de la République et du Premier ministre, c'est déjà davantage investir dans ces différents pôles, surtout le pôle urbain de Diamniadio, faire en sorte que ça soit une ville répondant à la préoccupation en termes de mixité fonctionnelle, en termes de diversité, en termes d'infrastructure. Et ce travail-là est en train d'être fait parce que récemment, vous avez vu le président de la République en tout cas inaugurer un hôtel en tout cas extrêmement important. Le Premier ministre est en train de réfléchir déjà sur un ensemble de projets structurants autour du pôle urbain de Diamniadio. Je pense que très bientôt nous allons voir des résultats en termes de configuration, mais en termes surtout de vision et des résultats qui seront derrière. D'accord. Donc Diamniadio, c'est une grande ambition, mais celui qui l'a bâti, c'est un grand bâtisseur ou pas?
Peut-être on n'entre pas peut-être sur des débats personnels, parce que nous sommes dans un système, c'est l'État. Vous pouvez avoir une vision et vous pouvez essayer de vraiment matérialiser cette vision avec des difficultés. Et si cette vision elle est bonne, tout en tout cas acteur politique qui vient, qui veut construire également, va se lancer en essayant de corriger. C'est pour cela nous dans l'agenda 2050, nous avons un grand volet qui est le redressement. Il y a une situation qui est là, il faudrait redresser. Et je pense que Diamniadio fait partie de ces grands projets que nous sommes en train de redresser. Et partout ailleurs aussi d'autres projets que nous sommes en train de redresser. D'accord. Mais en fait, je ne voulais pas personnaliser en parlant de ça, parce que peut-être l'ancien président, il a, comme vous dites, il a détraqué les finances publiques, mais il a également construit ce pays. Parce que les sièges que vous occupez actuellement en termes de vos services, vos bureaux ont été construits par ceux qui étaient là. Vos réunions, vous les tenez la plupart du temps au CICAD, etc. Donc, l'actif, il faut le souligner. Les actifs, il faut les souligner. Il ne faut pas seulement insister sur les passifs, ce que vous faites. Nous ne sommes pas des nihilistes. Oui. Nous reconnaissons, peut-être il y a des choses qui sont faites, mais les éléments fondamentaux, c'est-à-dire que la construction d'une économie, bâtir une économie forte, bâtir une croissance forte, ça c'est des piliers et sur lesquels nous attendions ce régime. Bâtir des institutions fortes, ça c'est des piliers sur lesquels reposent les infrastructures. Malheureusement, sur ce côté, ça a beaucoup traîné. Et c'est pour cela, en tout cas, il y a beaucoup de critiques dans ce domaine. La refondation des institutions, la démocratie, la croissance, avoir une politique agricole. Tous ces aspects-là, c'est des volets extrêmement importants sur lesquels doit reposer en tout cas toute la politique de l'État et qui puisse être en tout cas des porteurs de croissance pour nous permettre de réaliser des infrastructures. Et malheureusement, on a réalisé des infrastructures, certaines infrastructures, en oubliant la structuration économique. Bâtir une économie, bâtir des institutions fortes, c'est ça les piliers sur lesquels reposent les infrastructures. Et malheureusement, on a beaucoup péché et c'est aujourd'hui, en tout cas, le lieu de le saluer. Le président de la République a cet objectif de bâtir des institutions fortes. C'est pour cela que l'un des premiers dialogues qu'il a organisé, c'est le dialogue sur la justice, sur la bonne gouvernance. Faire en sorte que nous avons des institutions fortes et aujourd'hui nous nous acheminons vers le second dialogue qui porte sur le système politique, d'où en tout cas la vision du président de la République de faire en sorte que ce mandat soit un mandat qui bâtit des institutions fortes, de renforcer la gouvernance, de renforcer notre système électoral. Ça, c'est les piliers sur lesquels reposent les infrastructures et nous sommes en train de bâtir tout cela. Très bien. Je rappelle que nous recevons M. Mohamed Talla Ndao, qui est le secrétaire d'État en charge de l'urbanisme et du logement. Il y a quelques jours ici à Dakar, un immeuble s'est effondré tout d'un coup, comme s'il y avait à côté un tremblement de terre, un séisme. Je ne sais pas. Il y a eu des morts également à l'issue de cet affaissement. Est-ce que vos services vous ont expliqué pourquoi l'immeuble s'est affaissé comme ça tout d'un coup? Oui, dès le déclenchement de cet incident, nos services, à travers l'inspection générale des bâtiments, s'est rendu sur les lieux pour voir la situation, faire l'état des lieux. Donc ce qu'on a constaté, c'est que il y a un immeuble de 5 étages. À côté, quelqu'un était en train de construire un immeuble de 6 étages. Et les excavations ont causé cela. Et c'est vraiment, il y a des responsabilités déjà individuelles en ne prenant pas toutes les mesures de sécurité nécessaires, mais surtout dans un site où le sol est argileux, avec le gonflement que nous connaissons, qui crée des conditions d'instabilité. Voilà la situation qui a entraîné en tout cas cet effondrement, qui nécessite vraiment de tirer toutes les leçons de ce phénomène
pour enrichir déjà nos lois, nos codes, parce que pour chaque incident, il est nécessaire déjà d'apprendre de cela et de corriger. Je pense que nous sommes en train de faire cela pour que de pareilles situations ne se reproduisent, parce qu'il y a des pertes en vie humaine et c'est très regrettable. Parfait. Vos services sont allés sur place. Est-ce que vous êtes allé sur place? Moi, je ne suis pas allé sur place, mais nos services, l'urbanisme, l'inspection générale du bâtiment sont allés sur place et je ne manquerai pas quand même d'y aller. Mais ce qui était important, ce n'est pas la dimension. Non, mais là, c'est trop tard, monsieur. C'est pas trop tard, parce que ce qui est important... Il faut y aller sur le coup. Ce qui est important, c'était la dimension technique également. Parce que à ce moment précis, c'était déjà les secours qui étaient en train d'être faits chargés par la protection civile, le ministère de l'État, parce que ce n'était pas peut-être nous, personnellement, l'urbanisme, qui devait peut-être être en priorité, mais il y a le ministère de l'Intérieur également, il y a aussi d'autres ministères qui sont concernés. Et s'il y a un ministère qui, en tout cas un responsable, un ministère qui se déplace, je pense que ça ne nécessite pas tous les ministères de se déplacer même si c'est un incident aussi grave comme ça. L'essentiel, c'est que la présence de l'État, la présence des services de l'État soit une réalité, de faire les premiers secours, mais surtout aussi de faire les constats nécessaires. Et du côté de l'urbanisme, nous avons fait les constats nécessaires, d'en tirer toutes les conséquences et d'apprendre, de pouvoir corriger demain pour que de pareilles situations ne se produisent. Et ça, se rappeler que déjà, au-delà des responsabilités sur le plan, dans le cas au niveau local, les collectivités territoriales, il y a des responsabilités aussi individuelles. Aujourd'hui, toutes les précautions qui doivent être prises en termes de sécurité, je pense qu'il faudrait que ceux qui construisent doivent faire ce minimum pour que de pareilles situations ne se reproduisent. Très bien. On a comme l'impression que vous ne faites pas assez de terrain. Alors que le Premier ministre, le chef du gouvernement, on a quelque part entendu vous demander de ne pas délaisser le terrain. Le terrain, c'est essentiel. Nous faisons énormément de terrain. Je viens du terrain hier, avant-hier, et après cette émission, je vais faire du terrain. Peut-être on peut me reprocher de faire trop de réseaux sociaux, de médias, mais nous sommes tout le temps sur le terrain. Ça, c'est vraiment... après cette émission, je serai sur le terrain, aux côtés des populations. Je viens du terrain avant-hier et nous allons continuer à faire du terrain. Ça, c'est vraiment une information que je voulais partager et préciser. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous gouvernez le pays avec les réseaux sociaux. Non, c'est pas. Non. On ne gouverne pas. On ne gouverne pas un pays avec les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux font partie aussi de la communication. On ne peut pas nier les réseaux sociaux. C'est pas possible. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère du numérique. C'est un moyen de communication. Partout dans tous les pays, les réseaux sociaux font partie des moyens de communication et nous allons continuer à utiliser ces moyens de communication. Avant d'être au pouvoir, nous avons utilisé ce moyen de communication, ce canal, nous allons continuer à l'utiliser parce que ça fait partie des moyens pour parler avec les Sénégalais. Donc forcément, nous devons aussi nous adopter pour être... Voilà. D'accord. Mais au ministre, c'est moins le virtuel que le réel, hein? C'est les deux à la fois. D'accord, très bien. Donc la question qui peut suivre, est-ce que vous faites assez de contrôle? Parce que là, on a vu, il y a beaucoup de larmes de crocodile, il y a beaucoup de médecine après la mort. Est-ce que les contrôles, est-ce qu'il n'y a pas de laxisme dans tous les chantiers qui sont ouverts à Dakar et même sur toute l'étendue du pays? Est-ce que vous contrôlez tout ça? Nous faisons du contrôle. Peut-être là où il y a certaines difficultés, c'est déjà le manque de moyens, l'insuffisance des moyens, à la fois personnels, mais aussi les équipements qu'il faut pour pouvoir assurer tous les déplacements qu'il faut. Parce que c'est tout le territoire national, c'est... une inspection, c'est vraiment une structure qui n'est pas encore dotée
de suffisamment de moyens pour pouvoir assurer correctement le travail qui lui incombe. Et je pense que nous, nos défis, l'un des défis à relever, déjà on a eu des échanges sur ça avec l'inspection, regarder, faire la situation pour que l'inspection des bâtiments, l'inspection générale puisse être dotée de pleine capacité qui lui permettra de pouvoir assurer les missions, parce que couvrir Dakar, c'est pas donné. Partout il y a des chantiers et il faudrait regarder. Ça demande beaucoup de moyens, du personnel, mais aussi de la logistique. Et c'est pour cela qu'on est en train de voir toutes les possibilités pour pouvoir assurer un minimum, en tout cas, pour que l'inspection puisse faire le contrôle nécessaire. Donc vous n'avez pas de moyens, les chantiers ne sont pas contrôlés. Si, les chantiers sont contrôlés parce que ce n'est pas seulement, l'inspection générale des bâtiments qui fait le contrôle. Il y a aussi la DGSCOS qui aussi fait le contrôle. Et ça, c'est aussi d'autres moyens qui sont de l'État pour contrôler la régularité, la légalité. Et tout ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire avec les autres parties dans ce secteur de l'urbanisme. Ouais, donc vous n'avez pas les moyens, ça veut dire que les députés ne vous ont pas voté assez de budget. Vous travaillez avec quoi? Par exemple, l'inspection des bâtiments, est-ce qu'elle compte assez de personnel? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Elle n'a pas le personnel, tout le personnel dont on a besoin pour mener à bien sa mission. Elle n'a pas aussi toute la logistique nécessaire, ce qu'on a trouvé sur place. Mais vous allez rectifier ça, non? Ah oui, c'est ça notre objectif d'ailleurs, parce qu'on a eu vraiment une situation, parce que l'une des rencontres que j'ai effectuées avec l'équipe, c'est déjà d'évaluer déjà le personnel qualifié, parce qu'il faudrait un personnel assermenté pour faire cette inspection. On a un déficit dans ce niveau. Donc, il y a déjà un travail à faire en termes de recrutement. Il faut aussi des moyens financiers, il faut de la logistique. Ça, c'est un défi réel et nous comptons faire le nécessaire pour que cette inspection puisse être dotée des moyens nécessaires. Et c'est ça aussi la volonté aussi des autorités, faire en sorte que les services puissent être dotés de moyens qui leur permettent de pouvoir assurer correctement leur mission. D'accord. On a vu également, ça c'est un problème technique, à Dakar, les immeubles de grande hauteur qui poussent comme des mauvais arbres ou des champignons, etc. Est-ce que géologiquement ou scientifiquement, le sol dakarois, là, en particulier, peut absorber tout cela, peut supporter toute cette frénésie de construction-là? Est-ce qu'après, il ne peut pas y avoir des conséquences dans le long terme? Peut-être on ne parlera peut-être pas de est-ce que le sol dakarois peut-être on peut dire est-ce que les infrastructures en termes de canalisation, les VRD peuvent supporter, parce qu'il y a un système d'assainissement qu'il faudrait mettre en place. C'est là où peut-être il faudrait regarder, et les services de l'urbanisme sont très regardants dans ce domaine, sur les autorisations de construire, parce que quand même il y a certaines zones où il y a des limitations, il y a des règlements particuliers dans certaines zones, et on est en train de travailler pour revenir encore, revoir un certain nombre de règlements particuliers. Faire en sorte que aussi qu'on travaille davantage sur les constructions en hauteur, parce qu'il y a encore des poches à l'intérieur de Dakar qu'il faudrait essayer de faire du renouvellement urbain pour un peu améliorer le cadre urbain. Il y a énormément de travail à faire, mais aussi surtout faire en sorte que la réglementation soit respectée. Aujourd'hui, au niveau du ministère, nous faisons de telle sorte que la réglementation soit respectée en termes de hauteur des bâtiments. Et tous les bâtiments qui doivent être construits puissent respecter les normes qui sont définies en termes de niveau. Ça, c'est important parce qu'il y a d'autres facteurs, comme vous l'avez dit, des facteurs sur le sol, des facteurs sur la question environnementale, sur la question des équipements et des infrastructures, tous les réseaux qu'il faudrait. Ça, c'est un travail qu'il faudrait faire pour que toutes les normes puissent être respectées, pour que les Sénégalais puissent vivre dans de bonnes conditions et que tous les équipements et les infrastructures soient disponibles et ne soient pas déficitaires. Parfait. Et pourquoi il n'y a-t-il plus d'harmonie architecturale dans nos villes? Parce que chacun fait ce qu'il veut.
C'est un réel défi et sur lequel déjà le nouveau code de l'urbanisme, vous dire que nous avons un nouveau code de l'urbanisme qui a été validé et qui va être bientôt publié. Donc ce code-là prévoit en tout cas ces dispositions, ce travail pour que l'harmonisation dans nos villes soit une réalité. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement le ministère de l'urbanisme, mais aussi, rappelez-vous que nous sommes dans le contexte de la décentralisation. Les collectivités territoriales ont des compétences en matière d'urbanisme et de cadre de vie. Et forcément, il faudrait que les communes puissent porter, les villes aussi puissent porter de tels projets d'harmonisation, d'embellissement, mais aussi surtout le reverdissement de nos villes. C'est un travail que les villes aussi doivent porter parce que l'État central peut rester au niveau stratégique. Il y a des questions, des projets qui sont vraiment de dimension à une échelle inférieure que nous devons laisser aux collectivités territoriales. C'est là où peut-être je lance un appel aux collectivités territoriales à davantage investir dans le cadre de vie, dans le cadre urbain, au reverdissement de nos villes, mais surtout aussi ces questions d'aménagement paysager. Il y a également ce que le code de l'urbanisme mentionne bien, les certificats de conformité. Même, semble-t-il, le dernier Conseil des ministres en a fait état. Est-ce que les contrôles a posteriori sont faits en matière de sécurité et de sûreté des bâtiments ici au Sénégal? Oui, il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le certificat de conformité et nos services sont chargés de délivrer cela, nos services de l'urbanisme. C'est important et tous les lotissements, toutes les opérations immobilières requièrent d'avoir ce certificat d'urbanisme. Et ce travail-là, c'est un travail très important, préalable pour pouvoir livrer des logements. Et, certes, nous partageons la préoccupation que nous n'avons pas suffisamment de moyens, de personnel qualifié, mais aussi de logistique. Et pour arriver à cela, il faudrait que nous puissions faire en sorte que nos services puissent être dotés en tout cas de la logistique qu'il faut, mais aussi des ressources humaines. Et ce travail-là, c'est un défi que nous portons pour que tout le déploiement nécessaire parce que nous avons des services dans les régions, pour que dans les régions que nous puissions doter nos services de la logistique nécessaire, mais aussi de personnel qualifié. Souvent, on a tendance à voir dans les régions, dans les services d'urbanisme, un personnel pléthorique, mais qui n'est pas qualifié. Et je pense que l'un des défis aussi, c'est de faire en sorte que nous ayons des recrutements de personnel qualifié qui puissent faire le travail qu'il faudrait pour regarder la conformité des bâtiments. Parfait. Il y a maintenant le nœud gordien, ce qu'on peut appeler le nœud gordien, c'est le loyer, le coût du loyer ici au Sénégal qui est extravagant. On vous entend pas, vous en tant que gouvernement, on vous entend pas en parler, vous n'en parlez pas. C'est une sorte d'oubli conscient ou bien il y a de l'impuissance derrière. Qu'est-ce que vous préparez pour aussi bien les locataires ici au Sénégal que pour les bailleurs également? Bon, peut-être vous n'avez pas suivi le Conseil des ministres parce que le 2 avril, le Premier ministre a donné des instructions assez claires dans ce sens en demandant à ce que les loyers des locaux à usage d'habitation soient réguliers, que des propositions de solutions durables soient proposées. Nous sommes en train de travailler sur cette question parce que c'est une question structurelle. Il faudrait apporter des solutions structurelles. On avait tendance de voir l'ancien régime qui faisait des lois, des décrets pour réduire les loyers. Ce n'est pas une démarche structurelle, ce n'est pas une solution durable. Nous, notre ambition, c'est de proposer des solutions durables. Comme vous le savez, le logement, c'est un marché. Il y a la demande, il y a l'offre. Et on sait que depuis un certain temps, l'offre est très faible. Le dispositif en matière d'offre n'a pas beaucoup fonctionné. Et les promoteurs publics qu'on a, la SNHLM, la SICAP,
qui au début produisait beaucoup de logements, à un moment donné, à partir des années 90 jusqu'en 2000, l'État s'est totalement désengagé en termes d'appui. Parce que pour parler du logement social, il faut vraiment une forte présence de l'État. C'est pour ça que l'État a appuyé ces sociétés publiques, ces promoteurs publics. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les résultats en termes d'offres sont très faibles. Notre objectif déjà en matière de solutions, faire en sorte qu'on ait une offre suffisante, une offre massive de logement. C'est le premier niveau de régulation, parce qu'on ne peut pas réguler le logement en termes de loi, de réduction, de baisse. Parce que c'est une demande. La demande, si vous n'arrivez pas à satisfaire la demande, vous n'allez pas chercher à avoir une solution facile en passant par une loi pour réduire. Mais il faut faire en sorte qu'on mette en place un mécanisme, un programme de logement fonctionnel qui puisse permettre de produire. Et ça, on est en train de travailler à travers le programme national d'accès au logement et de renouveau urbain, mais aussi faire en sorte que les promoteurs publics que sont la SICAP et la SNHM soient accompagnés, faire en sorte que aussi les sociétés que sont la CDC, la SICAP, la SNHM se retrouvent pour, en tout cas en jointe venture, pour promouvoir de gros programmes de logement. C'est sur quoi nous sommes en train de travailler pour arriver à des solutions durables. Pour ce qui est aussi des lois, parce qu'il faut que je termine sur cette question, on est en train de réfléchir parce que le Premier ministre nous a demandé à réfléchir, en tout cas de réfléchir sur cette question et de proposer des solutions. Nous sommes en train de réfléchir sur une stratégie. Et cette stratégie va nous permettre, sur la base de nos engagements de notre programme, de mettre en place un cadre institutionnel, parce que nous parlons de l'agence du loyer dans notre programme. Nous parlons également de l'Observatoire national du loyer, mais aussi de l'Agence nationale du logement. Et ces structures, ce cadre institutionnel, nous devons le mettre en place. Nous devons aussi mettre à jour aussi la législation et la réglementation. Tout ce dispositif-là, nous sommes en train de travailler sur une stratégie. La semaine dernière, on a fait une réunion avec le ministère du Commerce pour discuter déjà sur cette stratégie et de mettre en place une feuille de route qui nous permette d'arriver à des réformes structurelles qui permettent non seulement de reposer sur une offre de logement, mais un cadre institutionnel, un cadre réglementaire adéquat qui permet de clarifier les rôles et les responsabilités pour que la formalisation que nous souhaitons dans ce secteur puisse être une réalité. Voilà en tout cas les solutions que nous sommes en train de proposer. Très bien, donc si on comprend bien, il y a beaucoup de réflexions, il n'y a pas encore assez d'action, ni de plan d'urgence pour venir au secours de ceux qui sont dans les logements locatifs là, pour les soulager un peu. Donc pas de plan d'urgence pour le moment, c'est la réflexion. Je pense que l'ancien régime a habitué aux Sénégalais plan d'urgence, programme d'urgence. Nous ne sommes pas dans une logique d'urgence, nous sommes dans une logique de solution durable. Nous sommes dans une logique de redressement. Donc, et pour cela, pour arriver à cela, il faudra faire un diagnostic profond, il faut une réflexion profonde. Je pense que c'est cela qui nous permet de toucher du doigt les vrais problèmes et de pouvoir apporter une solution. Parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on est en train de travailler sur la contrainte et qu'on donne de fausses solutions. Mais il faut prendre le temps qu'il faudrait d'apporter de vraies solutions. Et de ne pas donner de petites solutions qui, après 2 ans encore, on se rend compte que ce n'était pas une solution. D'accord, donc ils peuvent attendre 2050. Non, il ne faut pas dire qu'ils peuvent attendre 2050. C'est une approche. Non, il faut se dire que nous sommes en train d'apporter des solutions. Et des solutions, c'est de manière progressive. C'est déjà durant le mandat 2025-2029 et que pour chaque étape, il y a des solutions qui sont proposées. Parce que nous promettons aux Sénégalais une transformation systémique. Et cette transformation systémique, c'est progressif, c'est une approche progressive. À chaque étape, il y a des résultats, il y a des engagements, et au fur et à mesure, le Sénégal évolue parce que c'est des réformes structurelles, c'est des changements qu'il faudrait apporter. Et ces changements, c'est des changements profonds et ce n'est pas comme une baguette magique pour dire qu'en 2026, le Sénégal va changer, tout va changer. Mais nous avons hérité d'une situation. Un Sénégal indépendant en 1960, 65 ans, avec des lacunes, forcément, ce redressement
qui est bien inscrit dans l'agenda 2050, qui constitue une phase importante dans ce processus de transformation, constitue une étape décisive dans le processus de transformation. Parfait. On va accélérer un peu. Pour terminer avec ça, il y a le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui a fait une sortie, je ne dirais pas inopinée, mais qui a parlé un peu des commissions que versent les locataires aux bailleurs. Il souhaiterait les encaisser pour couper l'herbe sous le pied, non seulement des courtiers et autres. Est-ce que tout ça est concerté Bon, bien, c'est sur un coup de tête. Il faut l'analyser, non, je ne dirais pas ça. Il faut l'analyser dans le cadre de solutions que tente d'apporter la CDC. Parce que quand même, la CDC constitue une entité extrêmement importante et sur laquelle l'État du Sénégal compte beaucoup en matière de financement de nos projets de développement. Mais aujourd'hui, dans le domaine de l'accès au logement, la CDC joue un rôle très important. Donc, il faudrait analyser cette intervention dans le cadre de recherche de solutions par rapport à une problématique qui est difficile, d'essayer d'aider à la fois les bailleurs, mais aussi les populations pour qu'on ait une solution consensuelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train d'apporter de manière structurelle, regarder le secteur de manière transversale et d'avoir une stratégie globale. C'est ça sur quoi on est en train de travailler et nous allons travailler avec l'ensemble des parties. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons déjà organisé une réunion avec le ministère du Commerce. Nous allons travailler également avec la CDC et toutes les parties, tous les acteurs vont se retrouver autour du table, dresser une feuille de route et mener les réformes qu'il faut. Et c'est après ce travail-là que l'autorité va décider, les plus hautes autorités vont décider de ce qui va être retenu en termes de solutions. Mais ce qui est sûr, nous sommes engagés à proposer à l'autorité des solutions qui sont des solutions structurelles. Parfait. Donc sur ce point, le directeur général de la CDC s'est précipité. Non, je ne dirais pas c'est précipité, je ne dirais pas ça, mais je dis qu'il lance le débat. Parce que quand même, il faut aussi lancer le débat sur cette question. Le mérite est qu'aujourd'hui, il a lancé un débat et ça va être considéré comme un élément dans la réflexion pour apporter des solutions. Et c'est une bonne chose de lancer le débat. Parce que c'est un débat public, il est une autorité, c'est une autorité, et donc il a la possibilité, il a des prérogatives. Et c'est à nous de pouvoir réunir tous les acteurs autour de la table en proposant des solutions parce que la caution, c'est un élément dans le dispositif où on a vraiment beaucoup de sujets, beaucoup de volets qu'il faudrait prendre en compte. Et c'est pour ça que je voudrais dire que nous avons une réflexion globale, avoir une approche systémique dans la réflexion pour que nous puissions faire en sorte qu'on ait des solutions qui à la fois protègent les intérêts de l'État, les intérêts des bailleurs, mais aussi les intérêts des populations. Parfait. Et tout ceci va se faire dans le cadre d'un dialogue, d'une réflexion avec toutes les parties. D'accord. Donc il n'y a pas assez d'offres sur le plan des logements, surtout sociaux. Quels sont les déficits actuellement? Les déficits, déjà, il faut rappeler qu'il y avait une étude en 2013 qui parlait de 300 000 unités de logement. Entre-temps, il y a presque 10 ans et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a chaque année un gap de 12 000 unités. Donc si vous faites le cumul, ça va tourner autour de 400 000 et quelques logements de déficit avec plus de 70% à Dakar. La situation, la demande à Dakar est beaucoup plus intense, la crise est beaucoup plus forte à Dakar. Voilà la situation que nous avons héritée en termes de gap. Cela montre qu'il y a aussi un déficit d'investissement dans le secteur pour vraiment offrir des logements au Sénégal. Malgré le dispositif qui avait été mis en place, parce qu'on a vu qu'il y avait un dispositif
pour permettre aux Sénégalais d'accéder au logement, mais ce dispositif n'a pas correctement fonctionné et aussi c'est à nous de relever le défi, faire en sorte que ce dispositif fonctionne pour offrir des logements aux Sénégalais. C'est ça, en un an d'exercice du pouvoir, vous avez réceptionné combien de logements? Pour le moment, nous n'avons pas réceptionné de logements. Nous sommes Zéro logement. Ce sur quoi on est en train de travailler, c'est déjà, nous avons fait l'évaluation de la situation, c'est-à-dire qu'il y a un programme qu'on avait hérité, c'est le programme 100 000 logements. Un programme sur lequel on a vu plus de 28 000 demandes qui étaient déjà là. Et malheureusement, les logements qui avaient été construits, beaucoup n'ont pas encore, en tout cas, été bouclés. Sur le total des logements que nous avons trouvés, c'est 1000 et quelques logements qui ont été construits. Certains de ces logements n'ont pas eu le certificat de conformité dont nous parlons parce qu'il n'y avait pas tout le travail qui devait être fait en termes d'aménagement, de voirie et tout cela. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de certificat de conformité. Et on a restructuré, dès notre arrivée, on a essayé de restructurer ce programme pour proposer un nouveau programme qui est en train d'être validé en interne pour soumission aux nouvelles autorités pour validation. Lequel programme nous permettra déjà de commencer à produire des logements pour les Sénégalais. Parfait. Avant d'en venir à la partie actualité, il y a un phénomène. On a vu, notamment ici à Dakar, des promoteurs immobiliers privés qui sont en train de préempter, je peux même dire de coloniser la capitale en achetant tout ce qui est vendable ou achetable. Ces promoteurs, vous les connaissez bien parce qu'on vous a vu assister à une des cérémonies de l'un d'entre eux. Est-ce que ce phénomène-là vous interpelle? Est-ce que vous regardez ça de près? Oui, c'est un phénomène qui nous interpelle, mais je ne considérerai pas comme étant un phénomène négatif. L'essentiel, c'est que l'État soit présent pour que la vision que nous voulons, que nous avons du logement et du cadre de vie et le respect de la réglementation soit une réalité. C'est là qu'il faudrait que nous ayons en tout cas le regard de l'État et le positionnement de l'État pour que le respect de la réglementation soit une garantie, le respect des normes soit garanti, le respect également de la politique de l'État en matière d'accès au logement. Ce qu'il faudrait considérer, c'est que les promoteurs privés qui ont leurs moyens et qui développent le partenariat public-privé avec des particuliers contribuent dans ce qu'on appelle le renouvellement, la rénovation urbaine. Vous trouvez déjà une parcelle qui est peut-être dont les propriétaires n'ont pas les moyens de pouvoir aménager, de pouvoir construire, mais qui constitue finalement un handicap pour le cadre urbain dans certaines zones. Et si on a des promoteurs qui non seulement construisent des immeubles, contribuer dans l'accès au logement, mais aussi contribuer à la rénovation urbaine. Donc, il faut saluer ces mesures. L'essentiel, c'est qu'il y ait l'encadrement, tout l'encadrement de l'État pour que ces actions-là soient inscrites dans la politique de l'État, dans les orientations de l'État. C'est cela, il faudra avoir le regard. Parfait. Il y a les JOJ qui vont venir, et qui vont être accueillis par des villes, notamment Dakar, etc. Est-ce qu'on a des villes de charme qui sont susceptibles, qui sont capables d'accueillir de tels événements? Oui, tout l'État est en train de prendre les mesures et les dispositions nécessaires. Nous avons hérité de ce grand événement. C'est un événement extrêmement important et on a trouvé qu'il n'avait encore rien fait. Ça, il faut le dire. Il n'avait rien réalisé. Et je vous le dis aujourd'hui, le président de la République, le Premier ministre, suivent tous les week-ends, toutes les semaines, le processus de mise en œuvre des différents projets, avec des communications hebdomadaires effectuées par le ministre en charge de la jeunesse et des sports. Donc, c'est un projet, c'est un événement sur lequel tout le gouvernement, en tout cas, est mobilisé pour pouvoir arriver à des résultats qui permettent d'accueillir, en tout cas, ceux qui viennent dans de très bonnes conditions
Et je pense qu'il faut saluer l'effort, les efforts qui sont en train d'être faits par le ministère en charge de la jeunesse, mais aussi saluer tous les autres départements ministériels en charge des infrastructures et tout ce qui implique le ministère de l'Intérieur, qui sont en train en tout cas de faire une belle mobilisation. Vous regardez du côté du stade, les stades qui sont en train d'être rénovés. Ce travail-là, c'est un travail qui pourra nous permettre, sur le plan hôtelier, mais aussi sur le plan des infrastructures, de pouvoir répondre aux attentes. Parfait. Il y a la corniche ouest qui a été l'objet d'embellissement avec des Marocains, je crois. Oui, c'est des Français. Voilà. Est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art? Vous n'avez rien décelé comme anomalie? Ce que nous avons décelé déjà, c'est, vous savez, le projet n'a pas encore été bouclé parce que c'est un projet qui devait être fait sur 24 mois. Donc pour le moment avec plusieurs séquences, 5 séquences, mais malheureusement on n'a pas encore toutes les séquences et il y a de l'arrêt parce que tout simplement il y a des factures qui n'ont pas été payées, il y a des retards sur lesquels en tout cas on est en train de travailler. Mais c'est un projet sur lequel aussi il y a des difficultés, parce qu'il y a des difficultés qui sont liées à des impenses, parce qu'il y a des zones qui sont occupées, et il y a des questions qui sont des questions sociales, parce qu'il y a culturel, il y a le cimetière, et toutes ces, il y a Soumbédioune également, sur lequel il faudrait aménager le marché et tout cela. C'est un projet structurant qui demande beaucoup de travail, et sur le plan technique, et sur lequel on est en train en tout cas de faire la relance, mais surtout aussi une faiblesse, les collectivités territoriales, un tel projet, parce que c'est un projet qui traverse au minimum 4 communes, faire en sorte que, parce que pour nous, les collectivités territoriales doivent être positionnées sur ces genres de projets. Parce que ça ne devrait pas être des projets portés exclusivement par l'État, mais faire en sorte que, déjà pour la pérennisation de ces genres de projets, pour la gestion de proximité, que les communes soient au cœur de ces projets. Et on a senti cette faiblesse dans ce projet. Parfait. Il y a également la zone aéroportuaire. Qui devait être l'objet d'urbanisation et même de renaturation. Oui. Il y avait un projet de parc forestier, etc. Oui. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Oui, c'est comme vous le savez, cette zone fait partie des zones sur lesquelles il y a les questions des litiges, il y a un travail de libération le travail de libération qui est en cours, parce que c'est la zone aéroportuaire aussi. C'est un projet également au total de 17 milliards qui devait durer 14 mois, et malheureusement il y a aussi des lenteurs parce que jusqu'ici, en dehors déjà du forage, des forages qui sont déjà mis là-bas, il n'y a pas encore en tout cas le grand travail qui devrait être fait à ce niveau. Et le parc aussi fait partie du dispositif avec la Cité des Affaires au niveau avec la CDC. Donc c'est un grand projet sur lequel le ministère aussi compte. On est en train de faire le travail nécessaire aussi également pour relancer, en tout cas après la situation foncière qui est dans cette zone, pour pouvoir décanter toute cette situation. Très bien. Il y a 2 questions. Et les embargos, tous les vétos que vous aviez mis sur les lotissements, des projets de construction, tout ça c'est derrière nous? Il y a la régularisation est en cours, parce que il y a des cutus qui sont en train d'être donnés par la DGSCOS, parce qu'on a appelé les populations à faire ce qu'on appelle, à venir régulariser, et tous ceux qui ont apporté des justificatifs sont régulés et pour régulariser, et tous ceux qui disposaient déjà d'autorisation de construire peuvent construire. Donc progressivement nous sommes en train de libérer les différents sites suite déjà à l'évaluation qui avait été faite et les différentes recommandations formulées par le comité en charge de cette évaluation, et progressivement nous sommes en train de libérer, et les populations, les particuliers détenteurs de cutus peuvent aujourd'hui continuer la poursuite de leur chantier. Parfait, très bien. On a vu également Monsieur le Premier ministre aller rendre visite, dit-on, à ses militants comme président de parti, qui lui a
donné ce conseil-là, prodigué ce conseil d'aller rendre visite en Sénégalais détenu alors qu'il n'y a pas encore de condamnation ni de procès? Qui lui a fourni ce conseil-là? Bon, je ne dirais pas qu'il va fournir le conseil, mais je voudrais dire avoir une lecture. La lecture de la rupture que nous avons sur le plan judiciaire. Parce que nous sommes en tout cas fervents défenseurs de l'indépendance de la justice, des ruptures qu'il faudrait de rendre la justice aux Sénégalais, et le fait que le Premier ministre se déplace, regarder, voir, visiter un citoyen sénégalais, un militant qui se trouve dans des situations de difficulté, ça montre les ruptures qu'il faudrait. La rupture que, en tout cas, le Premier ministre est en train de montrer aux Sénégalais que il n'était pas en train de visiter en tant que Premier ministre, mais en tant que militant, en tant que responsable, en tout cas en toute humilité, pour montrer qu'il n'a pas la mainmise, il n'a pas de bras, en tout cas il n'a rien posé qui puisse entraver le déroulement de la justice. Est-ce qu'il devait se présenter là-bas? Parce que pour moi, c'est pas en fait, c'est pas une rupture, c'est un peu... en fait, il faut s'élever. Je vois un peu de sectarisme dans ce qui a été fait. Et après, vous avez vu toute la polémique que ça a soulevé. Il faut regarder du côté humain. Je pense que c'est là qu'il faudrait regarder. Il faut regarder du côté humain. Parce que aussi, le Premier ministre, il y a des militants qui ont beaucoup souffert et avec qui il a une grande proximité, et un militant aussi qui a été incarcéré et qui est sorti avec beaucoup de séquelles, beaucoup de difficultés. Je pense que nous devons avoir ce regard humain. Le Premier ministre, quand il a décidé d'y aller, je pense qu'il a suffisamment mesuré et il connaît suffisamment la situation de la personne pour pouvoir, sur le plan humain, juger nécessaire d'aller le réconforter. Je pense que ce regard-là que nous devons avoir par rapport à une telle situation, pas regarder sur le plan judiciaire, mais regarder l'humain et aussi les conditions dans lesquelles il a été incarcéré et les résultats et les séquelles qu'il est en train de traîner. Mais tout en sachant que nous prônons la justice, l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont heureux de constater qu'il y a des ruptures dans le domaine de la justice, et ça, ce que le président de la République prône, et il l'a lancé dès les premiers jours de son mandat. Très bien. Quand on vous entend parler, on a comme l'impression que vous soutenez que Monsieur le Premier ministre est une personnalité infaillible. Nous sommes tous faillibles. Et je ne dis pas que le Premier ministre est une personne infaillible. Non, je ne le dis pas. Ça, voilà. Voilà. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Nous vous remercions d'être venu ce matin à ce numéro du JDD. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État. Merci beaucoup, Hassan, de nous avoir donné l'opportunité de parler aux Sénégalais sur ce plateau de Jury du Dimanche, qui est un plateau extrêmement important et qui nous a permis aujourd'hui de passer en revue la problématique de l'urbanisme, la situation politique. Et je pense que les Sénégalais ont beaucoup appris et nous vous remercions pour cette opportunité que vous nous avez offerte. Merci beaucoup, M. Ndao. Merci également à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Merci à la réalisation Lai Astandiaï et à Bassirou pour l'appui logistique. Merci et bon dimanche.